Entre le milieu du XIVe et la fin du XVIe siècle, l'art des anciens Pays-Bas n'a cessé d'explorer son rapport au présent. Dans un contexte où les activités des peintres et des sculpteurs étaient en grande partie dépendantes des attentes de la cour bourguignonne et des valeurs qu'elle infusait dans les élites urbaines, ce rapport s'est d'abord construit autour de la nécessité de plaire par le spectacle de la variété, puis de frapper dans l'étalage de la magnificence, et enfin d'en imposer par le culte de la majesté. Pour donner corps à ces fictions, profanes ou sacrées, royales ou bourgeoises, privées ou publiques, les artistes ont cherché à ancrer leurs œuvres dans leur propre présent, quitte à peindre des vierges dans des églises gothiques ou des nativités dans des paysages flamands, mais aussi à conférer à ces mêmes œuvres, par le goût de l'observation et des détails, une présence indispensable à l'immersion fictionnelle des spectateurs. À la fin du XVe siècle, un double basculement s'opère, avec la fin de la grande principauté de Bourgogne et la systématisation des échanges artistiques entre les artistes néerlandais et leurs confrères italiens. Ce moment aurait pu marquer la fin d'une singularité, les derniers moments d'un particularisme, or, il n'en a rien été. Les modèles promus par les maîtres italiens n'ont que lentement et péniblement pénétré l'art des anciens Pays-Bas, si difficilement, on l'a dit, qu'il paraît aujourd'hui impossible de continuer de parler d'une renaissance néerlandaise, et a fortiori d'un maniérisme ou d'un romanisme, sans tomber dans des simplifications fâcheuses et répétées. La tension est grande, en effet, entre un désir de perpétuer l'héritage de leurs aînés et une ouverture plus grande aux nouvelles solutions iconographiques et formelles. Cette tension est telle d'ailleurs qu'elle traverse les carrières et les œuvres d'un grand nombre d'artistes qui font le choix de ne pas choisir, à l'image de Peter Bruegel l'Ancien, qui au XVIe siècle incarne un art néerlandais qui se veut le plus idiosyncrasique et le plus typique possible, tout en cultivant un goût personnel pour les fables et les artistes de l'Antiquité gréco-romaine. Les divisions sociales, religieuses, politiques qui traversent et meurtrissent les Pays-Bas à partir de la seconde moitié du XVIe siècle ont finalement eu raison de l'unité politique du pays, faisant entrer le territoire, et l'Europe entière avec lui, dans les tourments d'un autre présent plus traumatique, celui de la guerre de 80 ans, qui ne s'achèvera qu'avec la reconnaissance effective de la scission des anciennes 17 provinces bourguignonnes entre, d'une part, les provinces unies au nord et d'autre part, les Pays-Bas demeurés espagnols au sud. Faut-il considérer qu'avec cette scission s'achève l'histoire artistique des Pays-Bas dans leur ensemble? On pourrait le penser en visitant certains musées. Pour contempler les collections néerlandaises, les visiteurs du Louvre, qui se rendent au second étage de la cour carrée et de l'aile Richelieu, découvrent en effet que les œuvres qui y sont regroupées sous les étiquettes des écoles du Nord ou d'Europe du Nord sont partagées entre la peinture flamande et hollandaise. Un partage géographique que l'on retrouve dans les attributions des deux conservateurs en chef en charge des peintures, je cite, françaises, flamandes et hollandaises du XVIe siècle, ainsi que, je cite à nouveau, des peintures flamandes et hollandaises du XVIIe et XVIIIe siècle. Comme nous l'avons déjà souligné dans le dernier cours que nous avons eu la semaine dernière, il semble toujours pertinent de marquer une césure dans l'histoire artistique des Pays-Bas durant le dernier tiers du XVIe siècle. Et sans doute est-il raisonnable, au moins pour des questions et des raisons pédagogiques, de répartir les collections néerlandaises du XVIIe siècle en deux espaces d'exposition différents, qui traduisent et matérialisent l'existence de deux nouveaux États distincts. Mais cette distinction a-t-elle réellement eu un sens sur le plan artistique? Cette question mérite d'être posée pour des raisons historiographiques et historiques.
La division entre l'art dit flamand et l'art dit hollandais, petite incise, hein, les Flandres ne sont qu'une petite partie des Pays-Bas espagnols, et la Hollande, hein, le comté de Hollande, n'est une des 7 provinces unies du nord des Pays-Bas. Donc ce sont des provinces qui ont donné par métonymie leur nom à l'ensemble du territoire auquel elles appartiennent, alors même qu'il ne s'agit pas du nom de l'ensemble du territoire. Cette division, disais-je, est relativement récente. Au XVe et au XVIe siècle, les Pays-Bas sont considérés comme un territoire à part entière, certes composite, hétérogène, on a eu l'occasion d'y revenir à de nombreuses reprises, mais doté de frontières claires, qui sur les cartes géographiques dessinent souvent les contours de ce que l'on appelle alors le Leo Belgicus, le lion belgique. Les sources décrivant les artistes et l'art des anciens Pays-Bas, notamment italiennes, parlent presque toutes de l'art des Flamands, fiamminghi. On trouve ça chez Francisco de Holanda, Ludovico Guicciardini ou Giorgio Vasari. Quand on dit flamand, ça ne désigne pas uniquement les peintres actifs en Flandre, mais l'ensemble des peintres actifs dans les Pays-Bas. En 1604, Karel van Mander ne procède pas autrement en plaçant ce qu'il appelle les peintres Haut-Allemands, Hochdeutschen, et néerlandais, Nederlanders ou Nederdeutsche, dans le même groupe des Pays-Bas, Nederland. Cette unité territoriale des Pays-Bas se retrouve dans tous les recueils de vie et traités néerlandais jusqu'au début du XVIIIe siècle. Chez Cornelis de Bie, un peintre comme Philippe de Champaigne, souvent considéré par les historiens de l'art comme l'incarnation du soi-disant classicisme français, voire de l'atticisme parisien, est présenté comme un peintre de Bruxelles, Schilder van Brussel, parmi ses confrères d'origine néerlandaise. À la fin du XVIIe siècle, Roger de Pile parle encore de ce qu'il appelle l'école allemande et flamande, qui va des frères Van Eyck jusqu'à Caspar Netzscher, en passant par exemple par Albrecht Dürer, Hans Holbein le Jeune, Peter Paul Rubens, Isaac Oliver ou Rembrandt. La situation ne change guère au XVIIIe siècle. En 1745, l'abrégé de la vie des plus fameux peintres d'Antoine Desalliés d'Argenville parle de l'école de Flandre par opposition à l'école d'Italie et l'école française. Il précise, non sans ambiguïté, que l'école de Flandre renfermera 4 parties au pays: les Allemands, dont Albert Dürer et Holbein sont les chefs, les Hollandais auront Lucas de Leyden, les Flamands Jean Stradan et les Anglais Guillaume Dobson. Tous ces peintres semblent n'avoir eu qu'un maître, et ils ont en général la même manière qu'on appelle ordinairement le goût flamand. Et si en 1753, Jean-Baptiste Descamps écrit un livre intitulé La vie des peintres allemands, flamands et hollandais, ces termes suivent sous sa plume une simple distinction taxinomique des lieux de naissance ou d'activité, et non une logique artistique. En réalité, la distinction supposément historique de l'art flamand et hollandais date du XIXe siècle et de la création du royaume de Belgique après la Révolution de 1830 et la signature de la Convention de Zonhoven en 1833. À partir de ces années, on voit exploser le nombre de travaux universitaires distinguant désormais l'art des Pays-Bas espagnols ou autrichiens et des Provinces-Unies, à l'exception notable des études consacrées à la gravure, qui est un art évidemment plus mobile et plus international. Les arguments patriotiques prennent désormais le pas sur les enjeux scientifiques. L'art du passé est convoqué pour justifier le pouvoir présent, légitimer les nouvelles frontières et construire une identité moderne. La distinction entre une école flamande et une école hollandaise est donc une invention historiographique relativement récente. Mais elle est aussi une proposition historiquement contestable, sur laquelle de nombreux historiens et historiennes de l'art ont d'ailleurs une proposition qui a souvent été remise en cause par un grand nombre d'historiens de l'art et d'historiennes de l'art depuis une vingtaine d'années. Sur quels critères faut-il en effet se fonder pour parler d'un artiste ou d'une œuvre flamand ou hollandais? Le lieu de naissance? Dans ce cas-là, Gerard David est un peintre hollandais, alors que la quasi-totalité de sa carrière s'est effectuée à Bruges. Le lieu d'activité? Faut-il alors considérer Jorge van der Weyden comme un maître italien quand il séjourne à Florence, et bruxellois quand il retourne au pays? Au XVIIe siècle, un théoricien de l'art comme Roger de Pile, pourtant soucieux de caractériser ce qu'il appelle le goût des nations, est d'ailleurs conscient de la multiplicité des éléments à prendre en compte
pour réfléchir sur les rapports que les artistes entretiennent au territoire auquel ils ont été liés. Je cite Roger de Pile, j'ai voulu seulement toucher en peu de mots les choses les plus essentielles, comme le pays, le père, le jour de la naissance, le maître, les ouvrages en général avec quel lieu il se trouve, le talent, les actions remarquables, le temps de la mort et les disciples de chaque peintre. À ces problèmes d'ordre géographique s'ajoutent des difficultés proprement historiques, qui touchent à la manière dont on peut avoir tendance à penser les rapports que le XVIIe siècle entretient avec les périodes antérieures. La notion de siècle d'or, Gouden Eeuw, ou bien Gouden Eeuw en néerlandais, forgée dès la fin du XVIe siècle dans les Pays-Bas, sur le modèle de l'âge d'or des anciens, je vous renvoie au texte d'Hésiode, de Virgile ou d'Ovide, a été essentiellement forgée par les savants et les artistes des Pays-Bas septentrionaux pour légitimer leur nouveau pays et le nouvel État qui était le leur. L'invention de cette expression, qui sera ensuite souvent utilisée par les historiennes et les historiens de l'art comme une catégorie historique et non normative pour désigner l'ensemble du XVIIe siècle, montre toutefois que pour les Néerlandais de l'époque, il ne s'agit ni de marquer une césure nette entre le sud et le nord des Pays-Bas, ni d'insister sur une rupture entre le passé et le présent, puisque l'âge d'or qu'ils prétendent faire revivre permet de retrouver un état de paix et de prospérité antérieur aux divisions qui ont ensanglanté leur pays. Cette volonté de perpétuer l'héritage des maîtres néerlandais du XVe et du XVIe siècle se retrouve d'ailleurs dans les collections, où leurs tableaux continuent d'occuper une place privilégiée, même si elle a tendance à se réduire au fil des décennies. Dans ce tableau qu'il peint de la collection anversoise de Cornelis van der Geest, dont il avait par ailleurs la responsabilité, le peintre Willem van Hart montre que les œuvres du XVe et du XVIe siècle n'y sont pas rares. À côté de monumentales copies en marbre ou peut-être de moulages en plâtre de célèbres statues antiques, parmi lesquelles on reconnaît une Vénus debout, inspirée d'une dérivation de Jörg Pettel, un Bacchus sur un tonneau, l'Apollon du Belvédère, l'Uranie de Capitole ou l'Hercule Farnèse, nous reconnaissons certes des œuvres de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, peintes par Paul Bril, Hans Rothenhammer, Otto van Veen, Sebastian Franks, Jan Wildens et surtout Adam Elsheimer et Peter Paul Rubens. Ce dernier d'ailleurs est figuré dans le coin inférieur gauche en compagnie d'Anton van Dyck. Mais les œuvres des maîtres anciens sont aussi bien représentées, avec une version de la femme se baignant de Jan van Eyck, qui se trouve ici, une crêperie de Peter Hartsen, un portrait d'appel dessiné par Johannes Wierix et présenté sur la table, près de plusieurs statuettes de John Bologna, et surtout 3 tableaux attribués à Quentin Métis, le portrait d'un savant, le portrait de Paracels et une version de la Vierge à l'enfant présentée par Cornelis van der Geest à ses 2 hôtes prestigieux, Albert et Isabelle Claire Eugénie d'Autriche. Gouvernant des Pays-Bas espagnols en 1595, avant de devenir les archiducs souverains après la mort de Philippe II en 1598, Albert et Isabelle Claire Eugénie d'Autriche incarnent par leur ascendance une continuité généalogique. Albert est en effet le 5e fils de l'empereur Maximilien II, tandis que son épouse est la fille de Philippe II. Par leurs actions politiques, en revanche, ils ont tenté de trouver un juste milieu entre l'affirmation de l'autorité des Habsbourg sur le territoire des Pays-Bas et la volonté de pacifier les relations entre les parties septentrionales et méridionales du pays, acceptant le principe d'une trêve avec les Provinces-Unies le 9 avril 1609. Dans ce contexte, le tableau de Willem van Hart, qui réunit des œuvres néerlandaises produites entre le début du XVe et le début du XVIIe siècle, fonctionne comme l'emblème d'un art qui, malgré les discontinuités dynastiques et les crises politiques, est demeuré un et indivisible. L'omniprésence des œuvres de Quentin Métis dans le tableau de Willem van Hart peut s'expliquer par le goût personnel du collectionneur Cornelis van der Geest pour ce peintre anversois. Un autre tableau de Willem van Hart prouverait que le collectionneur aurait eu en sa possession une variante du célèbre Prêteur et sa femme, et l'on sait qu'après la découverte de la tombe de Métis dans l'église anversoise des Clarisses, Van der Geest a été à l'initiative de la translation de ces restes
au pied de la tour de la cathédrale d'Anvers, à l'occasion du 101e anniversaire du peintre, le 17 décembre 1629. Mais Van der Heest n'est pas le seul amateur néerlandais du début du XVIe siècle à manifester un intérêt pour la vie et l'œuvre de Métis. Dans son Schilderboek, livre des peintres, le peintre et théoricien haarlemois Karel van Mander lui consacre une longue vie dont les premières lignes présentent l'artiste comme le parangon du génie spontané, dans le sillage des portraits vasariens d'Andrea Mantegna, Raffaellino da Reggio, Domenico Beccafumi ou Polidoro da Caravaggio. Comme nous avons déjà raconté à plusieurs reprises que l'inclination particulière qui est donnée aux hommes avant leur naissance, à leur naissance et souvent par la nature, a souvent été contrariée, contrainte ou empêchée, tantôt par la volonté des parents, tantôt par la nécessité ou d'autres circonstances, de sorte qu'il arrive que ceux qui semblaient prévus ou préparés à exercer cette noble profession en viennent à s'occuper de métiers manuels, sans génie et sans distinction. Dès l'instant toutefois où il leur est donné de pouvoir changer d'activité et de pratiquer l'art pour lequel ils sont faits, même si cela arrive parfois bien tard, on les voit faire des progrès merveilleux et en obtenir éloge et honneur. La vie de Polidoro en a témoigné, tout comme les événements de la vie de Quentin Métis, peintre d'Anvers, que l'on a surnommé le forgeron parce qu'il a d'abord été forgeron jusqu'à sa 20e année. À la suite de Van Mander, deux autres auteurs consacreront un livre entier à Quentin Métis. Dans sa Métamorphosis, le titre complet, je vous en fais grâce, mais je vous donne cette traduction, La Métamorphose ou le changement merveilleux et la vie du célèbre monsieur Quentin Métis, habile forgeron et peintre d'Anvers, avec également toutes ses œuvres excellentes et habiles, publiées en 1648 à Anvers, François Ficart insiste à son tour sur la manière dont les dons de Métis, mais aussi la manière dont il apportait à une jeune femme que courtisait le peintre un amour quasi irrésistible, comment cette vocation lui a permis de quitter un simple métier de forgeron pour embrasser la carrière d'un grand artiste. 10 ans plus tard, c'est encore le même thème de la transformation, de la métamorphose individuelle, qui est évoqué par Alexander von Vorenberg dans Den Antwerpsen Proteus of the Cyclopsen Appelles, le Proté anversois ou l'appel cyclopéen, c'est-à-dire la vie et les faits riches en art de l'exceptionnel et très célèbre monsieur Quentin Métis, de forgeron, devenu peintre, publié là encore à Anvers en 1658. Parmi les peintres, toutefois, c'est moins la vie que l'œuvre de Quentin Métis qui intéresse particulièrement. Si Peter Paul Rubens est présent dans le tableau de Willem van Aert que je vous ai montré tout à l'heure aux côtés de Van Dyck, ce n'est pas seulement parce qu'il est probablement le peintre versois le plus important du moment, c'est aussi parce qu'il a été, avec Cornelis van der Heest, l'un des artistes modernes qui s'est le plus intéressé au tableau de Métis. Il a d'ailleurs été l'auteur d'une copie du portrait de Paracels, qui était alors considéré comme l'œuvre de Métis et qui était peut-être conservée, je l'ai dit, dans les collections de Van der Heest. L'intérêt de Van der Heest, de Van Aert ou de Rubens ne se limite pas au seul Métis, mais s'inscrit dans le cadre plus large d'une véritable culture patrimoniale néerlandaise. Après son retour d'Italie vers 1626, Van der Heest participe à la restauration d'un ancien retable conservé dans l'église de Saint-Gomer de Lierre, près d'Anvers, qui avait été abîmé par les iconoclastes en 1580. Il prend en charge une première restauration avant que la décision ne soit finalement prise de commander un nouvel autel au sculpteur Hans von Mildert et d'agrandir le retable par l'ajout de volets peints par Willem van Aert pour les parties intérieures et Franz Franken le Jeune pour les parties extérieures, avec l'aide de Van der Heest qui accueille chez lui l'œuvre et les artistes pendant les travaux. S'il a toute sa vie cultivé une véritable passion pour l'antique et l'art des grands peintres italiens, Rubens, pour sa part, s'est aussi fréquemment tourné vers les maîtres néerlandais du XVIe siècle, dont il pensait ou souhaitait être le principal héritier moderne. Sa kermesse, par exemple, est une dérivation évidente des danses paysannes peintes par Peter Bruegel l'Ancien durant les années 1560, même si le peintre versois ne se contente pas d'une simple copie de manière. Les grandes dimensions du tableau révèlent une ambition différente. Il s'agit d'entrer en émulation avec son illustre aîné, en élevant le genre de son œuvre à celui d'une peinture d'histoire. Par ailleurs, l'intégration spatiale et chromatique des personnages dans le paysage environnant et leur intrication dans une foule dense, mais rigoureusement structurée, ainsi que certaines des figures d'enfants et de femmes, ne sont pas sans rappeler l'offrande à Vénus de Titien,
que Rubens avait eu l'occasion de voir dans les collections royales espagnoles lors de son séjour à Madrid entre septembre 1628 et avril 1629, et dont il a tiré au passage une copie et une dérivation. Pour Rubens, vous le voyez, l'enjeu est ainsi de faire valoir une culture visuelle et artistique universelle, liant l'étude des grands maîtres italiens à l'assimilation des principaux artistes néerlandais, comme d'ailleurs Quentin Métis avait déjà tenté de le faire un siècle plus tôt, en étant l'un des premiers peintres néerlandais à s'inspirer des modèles de Léonard de Vinci pour nourrir son propre vocabulaire expressif. Pour la plupart des confrères néerlandais de Rubens, en revanche, l'émulation avec les modèles de Métis et de Bruegel est davantage liée à la nécessité de faire fructifier un héritage artistique commun, sans nécessairement que ces fruits soient identiques. Il est aisé de constater que les fêtes paysannes bruegeliennes ont suscité de nombreuses imitations, aussi bien dans les Pays-Bas espagnols, je pense à David Ténier, que dans les Provinces-Unies, je pense à Adriaan van Ostade, et que certains de ces imitateurs ont même été actifs dans les deux pays, Adriaan Brouwer par exemple. Il est plus difficile en revanche d'établir des distinctions strictes entre les choix iconographiques ou plastiques de ces différents maîtres, en dehors des différences spécifiques de manière qui peuvent exister entre des artistes différents ou des situations sociales et professionnelles propres à chacun. S'il paraît donc délicat d'affirmer que l'art des anciens Pays-Bas n'a véritablement existé de façon unitaire qu'entre la fin du Moyen Âge et la fin du XVIe siècle, et que la division politique du territoire, qui avait été jadis celui de la grande principauté de Bourgogne, a été immédiatement suivie d'une division artistique, séparant l'art hollandais de l'art flamand, il n'est pas certain non plus qu'une telle distinction doive être complètement abandonnée. Tout au long du XVIIe siècle, dans le sillage des nombreuses tensions politiques, religieuses ou militaires qui continuent d'opposer les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies, les artistes, mais aussi les savants et les théoriciens de l'art, n'ont en effet jamais cessé de vouloir définir ce qu'ils considéraient être les spécificités de leur propre pays, ou se présenter comme les seuls dignes héritiers de la grandeur passée des 17 provinces. Telle a été sans doute, on le sait, l'ambition nostalgique exprimée par Johannes Vermeer dans son art de peinture. Le peintre représenté devant son chevalet ne porte pas des habits ordinaires, mais un pourpoint doté de manches à crever, dit pourpoint à la française, typique de la mode espagnole et flamande du XVIe siècle. Mais ces choses sont en revanche tout à fait contemporaines, comme s'il s'agissait en un seul et même corps, peut-être celui de Vermeer lui-même, de réconcilier les histoires brisées et les géographies troublées des Pays-Bas. Le même syncrétisme prévaut dans la partie supérieure de la composition, où Vermeer fait figurer dans une pièce typique des intérieurs hollandais du XVIIe siècle, et sans doute directement inspiré de sa propre maison à Delft, un luxueux lustre portant un aigle bicéphale qui, depuis 1410 et son intégration par Sigismond Ier dans les armes impériales, était le symbole du Saint-Empire. Quant à la grande carte qui occupe le mur du fond, elle se présente comme le symbole par excellence d'une véritable appropriation historique et artistique. Inspirée d'une véritable carte gravée en 1636 par Klaas Jans Visser, elle ne représente pas l'état politique des Provinces-Unies, au moment où Vermeer peint son tableau, mais l'ensemble des 17 provinces qui composaient jadis l'Empire néerlandais de Charles Quint. La carte, il faut la lire de façon inversée, hein. C'est-à-dire que le nord se trouve à droite, le sud se trouve à gauche, l'ouest se trouve en haut et l'est se trouve en bas. Et donc on reconnaît ici l'embouchure de l'Escaut, hein, de la Meuse. Donc la partie nord, les Provinces-Unies sont là, avec Amsterdam ici par exemple, et la partie sud, avec le nord de la France, à gauche. Donc ce sont vraiment pas simplement le pays de Vermeer, c'est l'ensemble des Pays-Bas anciens, si j'ose dire, qui est représenté. En 1678, Samuel van Hoogstraat ne fait pas autre chose dans le traité qu'il consacre à la peinture, l'Inleiding tot de Hogeschool des Schilderkunst, l'introduction à la Haute École de l'Art de Peinture, qu'il publie quelques mois avant de mourir, en 1678. Prenant acte des conséquences de la division des Pays-Bas, il parle d'abord des peintres actifs dans le sud des Pays-Bas. Nos Pays-Bas, au beau milieu de la guerre sauvage, a nourri ces derniers temps une abondance d'excellents esprits. Le Brabant pourrait s'enorgueillir du grand Rubens et de son noble disciple Anton van Dyck, de l'industrieux Jordans, du gracieux Willeboyts Bosraat, de Jan van den Hoek et de Theodor van Tulden, de Schut et d'innombrables autres, sur lesquels je passe pour être concis, car mon intention n'est pas de traiter des peintres, mais de l'art de peinture. Un autre
ayant plus de temps pour y décrire leur vie et continuer Karel van Mander. Critiquant sévèrement les conséquences des crises d'iconoclastes de la fin du XVIe siècle, Van Hoogstraten consacre ensuite un autre paragraphe au peintre hollandais. Pour montrer toutefois que l'art, depuis l'iconoclasme du siècle dernier, n'a pas été anéanti en Hollande, même si les meilleurs débouchés, c'est-à-dire les églises, nous ont été ainsi fermés et que la plupart des peintres se sont en conséquence entièrement consacrés à peindre des choses d'importance, et même des sornettes, je mentionnerai aussi le nom de quelques peintres qui, pour la plupart, ont compris une grande partie de ce que l'art leur permettait d'entendre et ont fait le choix les plus nobles, comme Strazio Veluto, dit Gilliam Vermaat, Lastman, Mierefeld, Dirk von Baburen, Peter Franz de Gever, qui a eu l'honneur d'avoir parmi ses disciples le noble et parfait Peter Lely, qui fleurit aujourd'hui à la cour de Whitehall du roi Charles II, ainsi qu'une fleur très délicate, Honthorst, Ravestein, le séduisant Rembrandt, mon second maître après la mort de mon père, Théodore, Jacob Bakker, Robert Flink, Gerrit Douw, Stockade, Jan Levens, Mieris, Doudeins, de Ban. Ceci étant dit, plaçant ces passages, les deux passages que je viens de citer, à la suite l'un de l'autre, Van Hoogstraten reconstitue dans le discours une unité historique qui n'existe plus dans les faits. De même, en montrant dans l'art de peinture une carte obsolète, plutôt qu'une image actuelle des Pays-Bas, Vermeer cherche ainsi à rappeler ce que son pays a été avant sa division, et est peut-être encore à travers l'unité de sa langue et de ses artistes. En même temps, Vermeer ne fait pas comme si la division des Pays-Bas n'avait pas eu lieu, et comme si ces deux pays n'étaient pas nés à la fin du XVIe siècle. Le pli vertical qui traverse la carte ici, qu'il faut lire en ayant en tête que le nord et le sud se trouvent respectivement à droite et à gauche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pli semble scinder le territoire en deux parties distinctes. Et comme pour insister sur la nécessité de penser ce territoire à nouveau frais, Vermeer situe le lustre au centre de l'image, ce qui a pour effet de masquer le titulus, le titre de la carte, et d'en séparer le début, nova en latin, nouvelle, et la fin, descriptio, description. Vermeer affirme ainsi l'ambition descriptive de son art, comparée à celle d'un cartographe, mais aussi sa modernité foncière, nova, nouvelle, puisqu'il s'agit d'assumer la nouveauté de sa manière, qu'il associe étroitement à son propre pays, sur l'image duquel d'ailleurs il appose sa signature, que vous voyez sans doute pas, mais qui est posée sur cette partie-là. Plutôt que de nous référer pour étudier l'art des anciens Pays-Bas aux catégories traditionnelles d'une certaine géographie artistique, aux notions d'école, de style, de courant, d'influence ou de personnalité artistique, qui renvoient à une conception fixiste et simpliste de l'identité artistique, il conviendrait plutôt de s'intéresser à ce que l'historien néerlandais Willem Freyhof a appelé l'identiteitsbesef, un sentiment d'identité, un certain sentiment qu'un individu ou un groupe d'individus peut avoir de sa propre identité, même si ce sentiment est souvent le fruit d'un imaginaire, de fiction commune, plutôt que de réalités historiques ou objectives. Après la fin du XVIe siècle, les Pays-Bas n'existent plus en tant qu'État unitaire et sans doute est-il pertinent, au moins pour des raisons didactiques, je l'ai dit, de vouloir tenter de saisir la manière dont ce changement politique majeur a pu créer des différences dans la pratique des artistes. Mais il convient de ne pas exagérer le nombre ou l'importance de ces différences par la reconduction d'antinomies réductrices, comme celle qui oppose l'art dit flamand et l'art dit hollandais, mais plutôt de se tourner vers les artistes eux-mêmes et sur la manière dont ils conçoivent le rapport qu'ils entretiennent avec leur passé et avec leur présent.